Élodie Mock-Gruet, bonjour. Bonjour. Et bienvenue, vous êtes docteur en droit public, Paris 2 Assas, si je ne me trompe pas, enseignante à Sciences Po Paris, vous avez travaillé dans des ministères, vous avez travaillé à l'Assemblée nationale longtemps, vous connaissez par cœur ce Parlement auquel on ne comprend plus rien, et vous êtes notamment l'auteur du petit guide du contrôle parlementaire avec Hortense de Padirac, c'est aux éditions Pepper et l'Harmattan, mais également du petit guide de l'amendement aux mêmes éditions, et ça va nous être précieux comme lecture, ça sera précieux aussi aux parlementaires. Alors dites-nous, pour vous, la situation dans laquelle on se trouve, c'est quelle situation? Est-ce qu'on est dans la 4e République, la 3e, le tripartisme, la 3e force ou une cohabitation? Alors, déjà, on est dans une situation inédite, voilà, sur la 5e République, clairement, et inattendue. Parce qu'il y a une semaine, on disait que la France était à droite. Aujourd'hui, la France a penché à gauche. On voit que le nouveau Front populaire est devant. Mais attention, le nouveau Front populaire est devant de façon très éclatée. Très à peine fragmentée. 200 députés au total. Au total, ouais. Ça fait pas une majorité absolue. Ça fait absolument pas une majorité absolue qui est de 289 députés, donc c'est très loin. 250, on voit qu'on peut arriver à une majorité relative. On l'a vu de 2022 à 2024, qu'on arrive à gouverner texte par texte, en utilisant le 49.3 par exemple pour le budget. C'est l'engagement de la responsabilité, excusez-moi pour le 49.3 voilà, du gouvernement. Là, 200, c'est quand même très loin, et puis surtout, c'est très éclaté entre... LFI, le PS, les écologistes, on a vu déjà entre 2022 et 2024 qu'il y avait une espèce de guerre interne. Là, ça va être très compliqué de garder ensemble tout ça. Diriez-vous qu'on est arrivé au bout de la 5e République, que cette élection prouve qu'elle ne marche plus, qu'elle est épuisée? Non, pas du tout. Moi, je pense que la Constitution, elle est souple et solide à la fois. Voilà, donc elle va très bien survivre à ce qui se passe. Ça rappelle juste la nature même du régime. On est dans un régime parlementaire qu'on a tendance à oublier parce que quand on est en fait majoritaire, on a l'impression d'être un régime parlementaire à tendance présidentielle avec un président très fort. Mais là, en fait, il y a sa contrebalance. Le président est élu au suffrage universel direct, mais l'Assemblée aussi. Et l'Assemblée peut faire tomber le gouvernement. Alors, le président de la République a décidé de laisser passer un peu de temps. Il attend, dit-il, la structuration de l'Assemblée nationale. Mais qu'est-ce qu'on peut voir derrière ce mot? Qu'est-ce qui peut se passer? Alors, il attend, à mon avis, quand on entend structuration, il attend la formation des groupes pour savoir quel groupe ressort, quel est le premier groupe, combien il y en a, qui peut travailler avec qui. Là, il n'a pas le choix, il doit attendre. Voilà, il est urgent d'attendre parce qu'il n'y a pas de coalition claire qui ressort, que ce soit entre Renaissance, la gauche, les LR. Voilà, l'arc républicain dont il parlait est extrêmement compliqué. Donc, il faut savoir que la structuration aura lieu le 18 juillet, en même temps que la nomination de la présidente de l'Assemblée nationale. C'est la rentrée des parlementaires et ils commencent par voter pour leur président ou leur présidente. Exactement, sachant que ce jour-là, ils vont aussi annoncer quels sont les groupes. Voilà, comment est constitué les groupes, est-ce qu'ils sont d'opposition, de majorité, de minorité. Mais comment s'inscrire dans la majorité ou l'opposition alors qu'on aura toujours le gouvernement Attal, mais qu'il sera finissant? Alors ça, c'est très compliqué justement. La question va se poser de quel est le positionnement. Et donc on sait déjà qu'il y a certains groupes comme le Rassemblement national qui se mettra dans l'opposition, mais il y en a d'autres, on va se poser la question, est-ce qu'ils se mettent dans la majorité ou pas? Ça va être compliqué le 18. Le groupe le plus important sur le papier, c'est le groupe RN, puisqu'ils ont quand même connu un net progrès. Est-ce à dire que Marine Le Pen sera présidente de l'Assemblée nationale le 18 juillet? Non, alors, l'élection de la présidente ou du président de l'Assemblée nationale se passe en réalité jusqu'à 3 tours. Les 2 premiers tours, ça doit être une majorité absolue, et après, c'est celui qui a le meilleur vote, donc il y aura des désistements. Ce sera le plus petit dénominateur commun qui arrivera à gagner. Donc à ce moment-là, il y aura peut-être un accord entre le PS et les filles Renaissance sur un candidat au 3e tour, et on pourrait voir émerger par exemple un monsieur de Courson ou un monsieur Warsmann. Donc d'un groupe centriste, voilà, comme le groupe Lyot, juste pour faire plus petit dénominateur commun. Exactement, quelqu'un qui a permis qu'on s'entende, qu'on discute et qui n'est pas une figure politique trop marquée. Est-ce que vous pensez que des fusions de groupes puissent se produire? Je pense notamment aux socialistes, aux communistes qui n'ont plus de groupe et aux écologistes, histoire de peser plus lourd que la France insoumise. Alors,
le Parti communiste, pour l'instant, à ce qu'on voit, n'a pas assez de députés. Ils sont 9, alors Voilà. ils peuvent recruter... C'est ça, ils peuvent avoir divers gauches, mais il faut au moins 15 députés pour faire son groupe. Donc là, il peut peut-être y avoir une fusion quelque part, mais sinon, on va plutôt voir un éclatement. Sur Renaissance, on se demande ce qui se passe, si le groupe va rester entier ou s'il va... En tout cas, on va avoir une multitude de groupes. On en a eu 10 de 2022 à 2024. On n'en aura pas moins à partir de cette législature. Une fois que sera posée cette structuration de l'Assemblée, est-ce que naturellement le Premier ministre qui en sortira avec son équipe, il viendra du Front populaire, puisque hier ils arrivent en tête? Oui et non. C'est pas acquis alors on parle. Non, c'est pas acquis. Quand on a 200 députés ou même un peu moins, ce n'est pas suffisant, c'est ce qu'on disait au début, pour gouverner. Il suffit d'une motion de censure pour faire tomber le gouvernement. Donc ce qu'il va falloir, c'est de la neutralité, texte par texte, selon les groupes. Donc ce qui va se passer, ce n'est pas du tout dans la mentalité ou de la façon de faire du président de la République, mais il devrait s'inspirer de Vincent Auriol sous la 4e République. C'est-à-dire recevoir chaque président de groupe avec une liste de noms en disant si lui est Premier ministre, est-ce que tu ne votes pas la motion ? Et on voit ce qu'on fait texte par texte. On voit le Premier ministre qui fâche le moins de monde en fait. Exactement, qui permettrait de tenir au moins 8 mois, sachant que... Peut-être qu'il n'y aura pas de dissolution dans un an, mais quoi qu'il se passe, il faut tenir un an. Alors, vous évoquez Vincent Auriol, la 4e République, la moyenne des gouvernements, c'était 7 mois quand même. C'est pas beaucoup, mais ça permettrait de faire un bout de chemin. C'est ça, c'est suffisant. Mais pour ne pas avoir de motion de censure, il ne s'agit pas seulement d'avoir des personnalités consensuelles, il s'agit d'avoir des textes de loi acceptables. On voit bien que dans le programme du Front populaire, casser la réforme des retraites, avoir un choc fiscal, augmenter le SMIC à 1 600 € net, ça fera immédiatement une majorité pour une motion de censure. RN, LR, Horizon, sans doute un bout de Renaissance, se ligueront pour faire tomber des textes de ce type. C'est pour ça que on voit mal une coalition qui soit juste Nouveau Front populaire. Voilà. Et d'ailleurs, le président de la République ou d'autres parlaient de PS à LR. Mais pareil, on a du mal à voir de PS à LR puisqu'ils ne sont pas d'accord sur le sujet que vous venez de dire, l'immigration, les retraites, tout ce qui a été fait depuis ces 2 dernières années. Donc ça va être très compliqué. Il reste quand même la question du gouvernement de techniciens dont on ne parle plus, c'est-à-dire mettre quelqu'un de consensuel en dehors du jeu politique. Ce n'est pas une obligation de sortir quelqu'un de l'Assemblée. Ça pourrait être quelqu'un qui ne peut pas faire de réforme, soyons clairs. Un gouvernement de technique ne fait pas de réforme, gère tout ce qui est courant, avec les problèmes et tout ce qui est, par exemple, l'urgence si on a des émeutes ou des difficultés. Mais ce gouvernement technique aura de toute manière des difficultés avec la loi de finances. Mais la loi de finances, on peut aussi ne pas la voter et fonctionner, je crois que c'est l'article 47, avec les 12/12e. On reproduit le budget de 2024, puis on avance comme on peut. Alors, pareil, on est un peu dans le saut dans l'inconnu. Il n'y a qu'en 1962 où il s'est passé quelque chose d'à peu près similaire. Parce que l'Assemblée avait été élue très tard, elle n'avait pas eu le temps de faire le budget. Exactement. Donc, ce qui se passe, c'est que la loi de finances, normalement, elle est déjà en train d'être préparée et elle devrait être déposée à l'Assemblée nationale à partir du 1er octobre. Et c'est là où on commence à discuter. L'article 47 est découpé en plusieurs points. On voit quand il y a un enlisement des débats, c'est-à-dire que le Parlement n'arrive pas à voter dans les 70 jours, le gouvernement peut déposer des ordonnances pour pouvoir prendre le budget. Mais on a un gros problème dans ce cas-là, c'est-à-dire que le Parlement pourrait ne pas voter l'article 1er. L'article 1er, c'est justement avoir les impôts. Voilà. Et si l'article 1er n'est pas voté, tout le monde dit en fait que ce ne sera pas possible d'utiliser les ordonnances. On ne peut pas aller contre la volonté du Parlement. Donc il y aurait une deuxième ruse qui serait de faire une loi partielle plus tard. Voilà, on prend le temps, on attend de voir, le gouvernement est nommé un peu tard, il n'a pas le temps de faire son budget. Et donc comme vous dites, on fait une loi partielle où on dit juste, on accepte de récupérer les impôts, on a le budget de 2024 qui était prévu, donc on ne peut pas l'augmenter et on verra par la suite. Voilà. Si des motions de censure arrivent, le gouvernement tombe, on n'a pas le choix puisqu'on ne peut pas dissoudre, il faudra renommer un autre gouvernement ou le même et continuer à avancer en hoquetant. L'opinion va peut-être s'en lasser très vite. Oui, tout à fait. Et puis l'opinion, à mon avis, on est tous d'accord qu'on a un peu du mal à comprendre. C'est pour ça que c'est un peu l'inattendu, l'inconnu. On n'a pas l'habitude de ce fonctionnement en 3 blocs. On est plutôt d'habitude le fait majoritaire nous empêchait d'avoir une assemblée à la proportionnelle. Et là aujourd'hui, on a une assemblée à la proportionnelle avec un scrutin fait majoritaire. Donc il va falloir s'y habituer. Après, est-ce que c'est vraiment une mauvaise chose ?
va falloir réapprendre la coalition et le compromis, ce qui n'était pas forcément dans notre culture depuis un moment. Est-ce que ça peut le devenir, cette formation à l'allemande? Carl Olive nous disait tout à l'heure, il faut jouer à l'allemande. Est-ce que vous pensez que le personnel parlementaire, tel que vous le connaissez, peut basculer dans cette culture de la coalition? Je pense que quand même une partie des responsables politiques sont responsables. Ils se parlent. Oui, ils se parlent, ils sont responsables. On a vu par exemple chez les Républicains, quand vous regardez les textes de 2022 à 2024, beaucoup ont voté la plupart des textes. Voilà. Sauf les grands, ceux dont on a beaucoup parlé, ça a crisé tout de suite. Mais oui, mais parce que il y a l'enjeu politique et il y a aussi ceux qu'on voit moins, qu'on entend moins et qui regardaient texte par texte. Et puis il y a ce qu'on a aussi les amendements pour pouvoir améliorer. Donc en fait, les parlementaires retrouvent du pouvoir, alors que quand on est en fait majoritaire, il n'y a pas vraiment d'amendements, les amendements du gouvernement, les amendements des rapporteurs, mais pas le reste de l'Assemblée. Donc ils peuvent vraiment améliorer, mais pour ça, il faut des textes. Et pour ça, il faut un gouvernement. Les postes de fonctionnement de l'Assemblée vont être très importants. On a parlé de la présidence de l'Assemblée. Il y a aussi les présidences de commission. C'est peut-être de là que viendra la solution des bons présidents de commission pour faire fonctionner la fabrique des textes. Tout à fait, et on va revenir même à la question de quel groupe est dans l'opposition ou dans la majorité, parce qu'il y a une commission qui est extrêmement importante, qui est la commission des finances. Réservée au premier groupe d'opposition. Exactement, depuis une réforme du règlement de l'Assemblée nationale. Alors c'est pas le premier groupe d'opposition, c'est un groupe d'opposition. Ils peuvent entre eux décider qui y va. C'est ça, et donc à ce moment-là, il va y avoir pareil, un peu comme pour la présidence de l'Assemblée nationale, il peut y avoir des jeux de coalition, d'accords, d'alliances pour cibler plus quelqu'un qu'une autre personne. Fondamental pour le budget, qui vous l'expliquiez, est fondamental pour la stabilité de cette Assemblée. Alors pour la stabilité, mais aussi par rapport au pouvoir. Le président de la Commission des finances détient par exemple le secret fiscal. Il peut aller à Bercy pour aller voir. Donc par exemple, quand M. Coquerel est arrivé, il y a eu une grande peur en disant est-ce qu'il va abuser de ce pouvoir? Bon, jusqu'à présent, on a vu qu'il n'y avait pas de difficulté, mais c'est quelqu'un de très important dans le dispositif. Il va y avoir un autre sujet aussi sur les questeurs. Voilà. Les questeurs, c'est ceux qui font fonctionner l'Assemblée. Ils ont les cordons de la bourse aussi. Exactement. Et il y a deux groupes pour la majorité, enfin 2 questeurs pour la majorité et une questure d'opposition. Donc pareil, il faut que le 18 juillet, clairement, on sache qui est dans l'opposition et qui est dans la majorité. Gabriel Attal va remettre sa démission ce matin, c'est la tradition républicaine. Il va sans doute être chargé d'expédier les affaires courantes, probablement pour enjamber les Jeux Olympiques. Que peut faire un gouvernement qui s'occupe des affaires courantes? Est-ce qu'il peut faire passer sa réforme sur l'assurance chômage, prendre les décrets de toutes les lois qui ont été votées mais dont les décrets d'application n'ont pas été promulgués? Alors c'est une excellente question, on est dans le flou. Alors déjà, est-ce que le président de la République va accepter sa démission? Il pourrait mettre du temps à accepter la démission du Premier ministre, ce qui fait que le Premier ministre aurait encore tous ses pouvoirs. Si le président de la République accepte la démission de Gabriel Attal reste. Il faut bien en avoir conscience, le temps qu'un nouveau Premier ministre soit nommé. Donc, par contre, son périmètre, comme vous le dites, est limité. Alors, limité à la gestion des affaires courantes. Donc, le décret sur l'assurance chômage, on le voit mal passer puisque déjà, ils avaient annoncé qu'ils ne le mettraient pas. Par contre, il y a d'autres décrets à prendre et il y a une grande question sur l'état d'urgence. Par exemple, en Nouvelle-Calédonie, il y avait eu des difficultés. Est-ce que ce gouvernement est capable de prendre l'état d'urgence? Voilà. Et ça, plusieurs constitutionnalistes disent oui, d'autres disent non. On ne sait pas, on va voir au fur et à mesure. Et on se plongera dans vos livres, le petit guide du contrôle parlementaire et de l'amendement aux éditions Pepper et l'Harmattan. Mélodie Mock-Gruet, merci et à bientôt. Merci. Merci beaucoup Christophe, on vous retrouvera demain matin à 7h45. Radio J.